Merci les organisateurs de m'avoir convié à faire cette présentation de mise au point qui va porter sur tous les aspects qui portent sur la définition, la physiopathologie, l'épidémiologie et le pronostic de cette pathologie. Et je voudrais tout d'abord vous signaler que je vais me limiter au SDRA de l'adulte pour des questions de temps. Alors, le SDRA, c'est une maladie qui a été décrite pour la première fois et nommée comme telle en 1967 par Ashbaugh sur des blessés par balle lors de la guerre du Vietnam qui présentaient une insuffisance respiratoire aiguë très hypoxémiante dans les heures qui suivaient le traumatisme. C'est une pathologie qui a un lien étroit avec la ventilation mécanique, puisque c'est le traitement de première ligne du SDRA qui va sauver initialement la vie des malades en les évitant de mourir d'hypoxémie. Mais par ailleurs, cette ventilation mécanique, elle peut éventuellement aggraver la maladie si des réglages inadaptés sont utilisés. C'est, malgré 40 ans de recherche clinique et expérimentale intense, une maladie qui est toujours grave et qui engage le pronostic vital. Et finalement, c'est une pathologie qui est bien d'actualité, puisque sa fréquence est susceptible d'augmenter très fortement en cas d'épidémie liée à des agents infectieux émergents. Ça a été le cas en 2004 avec le SRAS et cette année à minima avec le variant 2009 de la grippe H1N1. Alors, le SDRA est défini depuis 1994 par les critères d'une conférence américano-européenne de consensus, et cette conférence de consensus, elle est toujours d'actualité. Elle a défini le SDRA comme un ensemble de manifestations cliniques, radiologiques et physiologiques qui traduisent une intense inflammation et une hyperperméabilité pulmonaire en réponse à différentes agressions aiguës du parenchyme pulmonaire. Alors, ça saute aux yeux que cette définition, elle ne peut pas être utilisable en pratique clinique parce que, vous le savez bien, on n'a pas de moyens simples pour mesurer l'inflammation pulmonaire et la perméabilité pulmonaire. Et donc, les experts, dans la grande sagesse, ont proposé une définition opérationnelle, c'est-à-dire une définition qui décrit la procédure à faire pour avoir le diagnostic de SDRA au lit du malade. Et donc, 4 critères cliniques ont été définis et qui doivent tous être présents pour diagnostiquer la maladie. Il faut tout d'abord avoir une insuffisance respiratoire d'installation aiguë. Il faut avoir des opacités parenchymateuses bilatérales sur la radiographie pulmonaire, telle qu'on le voit sur la diapositive. Il faut ensuite ne pas avoir d'argument en faveur de pression de remplissage cardiaque gauche très élevée, et ceci afin d'éliminer les œdèmes pulmonaires d'origine cardiogénique. Et enfin, il faut avoir une hypoxémie très sévère, et l'hypoxémie sévère, elle est définie de façon un peu technique par un rapport PaO2 sur FiO2, PaO2 pour pression artérielle en oxygène, qui est donnée par les gaz du sang, et FiO2 pour fraction inspirée en oxygène. Alors cette PaO2 chez un sujet normal, elle est de l'ordre de 100 mm de mercure. Le sujet normal, il va inhaler de l'air, donc il a une FiO2 à 21%. Et donc la PaO2 sur FiO2 de vous et moi, qui n'ont pas de pathologie respiratoire, elle est autour de 500. Et pour avoir un SDRA, il faut avoir un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur ou égal à 200, quel que soit le niveau de pression respiratoire positive. Et les experts ont défini une autre entité qui a été appelée acute lung injury, et elle, qui a été définie avec un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur ou égal à 300. Si on veut résumer, l'acute lung injury, c'est une pathologie un patient qui présente les critères 1 à 3 de cette conférence, associé à un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur ou égal à 300. Et parmi les acute lung injury, il existe un sous-groupe de patients très sévères, les patients avec SDRA, qui ont un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur ou égal à 200. Et il y aura un deuxième sous-groupe qui sera moins hypoxémique, qui aura un rapport PaO2 sur FiO2 entre 200 et 300, et qui a été défini parfois par certains auteurs comme étant un acute lung injury modéré. Alors, parmi les acute lung injury, 70% sont des SDRA, et donc 30% sont des acute lung injury modérés. La physiopathologie de cette maladie est extrêmement complexe et moi je vais essayer de vous en présenter un résumé simplifié mais compréhensible. Alors, les acteurs en jeu sont l'alvéole, que vous avez ici en bleu, et puis le capillaire pulmonaire. À l'intérieur de cet alvéole, il y a un macrophage alvéolaire qui est présent à l'état clisson, et le SDRA et l'acute lung injury sont liés à des agressions directes, c'est-à-dire sur l'alvéole, le plus souvent des pneumopathies infectieuses, ou des agressions indirectes, c'est-à-dire sur le vaisseau sanguin, et le plus souvent ce sont des bactériémies. Ces deux agressions pulmonaires vont être responsables de nécrose des cellules alvéolaires et de l'apparition de membranes hyalines, qui sont des débris cellulaires, des débris protéiques. Par ailleurs,
Ces agressions vont inactiver le surfactant et donc les alvéoles vont avoir tendance à collaber sur elles-mêmes, à avoir une perte de volume aéré. Et finalement, va être associée aussi une activation de la coagulation dans l'alvéole. Ces agressions vont aussi avoir vont induire une atteinte au niveau des vaisseaux sanguins avec des cellules, vous voyez, qui vont se démacier et avec une formation de pores dans les vaisseaux. Et par ces pores va passer le liquide plasmatique et on va avoir l'apparition d'un œdème alvéolaire intense et aussi d'un œdème interstitiel. Le macrophage alvéolaire va être activé par ces agressions, va sécréter des molécules pro-inflammatoires qui vont avoir un effet sur les vaisseaux, qui vont avoir un pouvoir adhésif très important pour les cellules. Et il va y avoir des thromboses qui vont apparaître dans les vaisseaux. Et d'autres cellules inflammatoires vont arriver, notamment une cellule très importante, le polynucléaire neutrophile, qui va aller dans l'alvéole et qui va être activée par les macrophages et qui va aggraver la lésion pulmonaire. Donc la réponse inflammatoire, si elle est excessive, peut aggraver l'agression pulmonaire initiale. Alors, sur le plan histologique, les lésions liées au SDRA sont appelées des lésions de dommage alvéolaire diffus. Et ces lésions, elles évoluent en 3 phases qui généralement s'imbriquent. La première phase est maximale dans les 48 heures suivant l'agression. C'est une phase dite aiguë ou exudative qui est caractérisée par la présence d'un œdème intense et la présence de membranes hyalines de façon importante dans les biopsies. C'est tout ce que vous voyez en violet foncé. Vous voyez, tout ça, c'est des destructions de cellules dans le poumon. La traduction scanographique de cet œdème va être la présence de verres dépolis. Vous voyez ici ces lésions un peu floutées, gritées, qui n'effacent pas, grises, qui n'effacent pas la structure vasculaire. Et ça traduit la présence de matériel anormal dans l'alvéole. La deuxième phase, c'est une phase d'organisation et qui est caractérisée par l'apparition de très nombreuses cellules inflammatoires, notamment des fibroblastes. Et c'est entre guillemets une phase de cicatrisation. Le poumon est en train de se réparer de l'agression initiale. Et sur le scanner, on voit en plus du verre dépoli des épaississements des parois interalvéolaires qui traduisent cette prolifération de cellules. Et la troisième phase, c'est une phase qui s'observe uniquement lorsque le SDRA va évoluer défavorablement. C'est une phase de fibrose. Et sur le scanner, on va bien le voir par des aspects rétractiles. Le poumon va se rétracter sur lui-même et on voit apparaître, vous voyez, des dilatations des bronches ici, mais aussi des kystes sous-pleuraux ici et très fréquemment des pneumothorax. Alors ces lésions histologiques, elles vont avoir 4 conséquences physiologiques majeures. La première, c'est une perte du volume pulmonaire aéré. Et on le voit très bien sur le scanner de ce patient qui a un SDRA. Vous voyez les zones qui sont entourées en rouge, c'est les zones non aérées, elles sont blanches, elles sont très intenses. Et vous voyez que les zones aérées, elles sont plutôt prédominantes dans les régions antérieures et elles ont un volume qui est réduit de l'ordre de celui d'un enfant de 5 à 6 ans. C'est pour ça qu'on a appelé cette partie du poumon aéré dans le SDRA baby lung ou poumon de bébé. Et si on insuffle un volume courant standard dans ce baby lung, eh bien, il va avoir tendance à être hyper inflaté. Les pressions d'inflation vont monter de façon importante, c'est ce que vous observez sur vos malades. Ça traduit une augmentation de l'élastance pulmonaire, donc de l'élasticité pulmonaire apparente. La deuxième conséquence, ça va être l'apparition d'un shunt intrapulmonaire. Ce shunt découle du fait que les zones non aérées sont prédominantes dans les régions postérieures. Vous voyez ici, c'est ce qui est entouré en bleu sur ce scanner de transmission en tomographie par émission de positons chez un patient qui a un SDRA. Ces zones, en fait, c'est les zones qui sont les plus perfusées. On le voit très bien sur cette image TEP. Et donc, ça traduit un shunt intrapulmonaire. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour le malade? Un sujet normal qui a un shunt à 5%, lorsqu'on augmente la FiO2 qui est en abscisse, vous voyez que la PO2 augmente, en fait. Par contre, chez les malades qui ont des shunts à 30 ou 50%, ce qui est couramment le cas chez le patient avec SDRA, vous voyez que quand on augmente la FiO2, il n'y a pas d'augmentation de PaO2. Alors la conséquence, c'est que si on veut augmenter l'oxygénation artérielle d'un patient qui a un SDRA, l'augmentation de FiO2, elle est peu ou pas efficace. Et il va falloir recruter, c'est-à-dire réouvrir des zones non aérées, et on fait ça le plus fréquemment avec une pression expiratoire positive. Et l'autre solution, c'est de manipuler la perfusion pulmonaire, et ça peut se faire de façon pharmacologique par le monoxyde d'azote inhalé ou par la posture comme le décutus ventral. La troisième conséquence, ça va être l'apparition d'une hypertension artérielle pulmonaire. Cette hypertension artérielle pulmonaire,
elle est liée à plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est ces thromboses capillaires qu'on a vues sur les premières diapositives. Elle est aussi liée à la vasoconstriction pulmonaire hypoxique. Vous voyez une alvéole qui est remplie d'œdème, en fait. Eh bien, le vaisseau sanguin qui l'irrigue, il est quasiment complètement fermé. C'est aussi lié à la présence de médiateurs vasoactifs, comme l'endothéline, qui va diminuer la perfusion de l'alvéole. Cette hypertension artérielle pulmonaire, elle va avoir une conséquence majeure, c'est-à-dire l'apparition d'une déférence ventriculaire droite chez 10% des patients. Et cette déférence ventriculaire droite, elle a un pronostic qui est très péjoratif chez les patients avec SDRA. La dernière conséquence, ça va être l'apparition d'une inflammation pulmonaire et d'une augmentation de la perméabilité pulmonaire diffuse, qui n'est pas limitée au compartiment non aéré. Vous voyez ici une image scanographique d'un patient qui a un SDRA. Vous voyez ici des zones non aérées. En avant, on a l'impression que ces zones sont normales sur le scanner. Eh bien, en fait, pas du tout. Si on regarde en tomographie par émission de Positon chez ce malade, vous voyez, il y a une intense inflammation dans ces zones d'apparence normale. Et donc, l'inflammation pulmonaire, elle est diffuse dans le SDRA. Il y a le même phénomène qui apparaît pour la perméabilité. Vous voyez ici des zones antérieures qui sont normales en termes de densité. Vous voyez que la perméabilité est très très augmentée. Et cette physiopathologie, pour finir, elle est un peu compliquée par le fait qu'il y a un autre acteur qui va rentrer en jeu, qui est la ventilation artificielle, qui est susceptible d'agresser le poumon. Et cette agression pulmonaire liée à la ventilation mécanique, elle est souvent dénommée par son acronyme anglais, VILI, pour Ventilator Induced Lung Injury. Et cette agression pulmonaire liée à la ventilation mécanique, elle a 4 composantes. Une composante que vous connaissez tous, c'est le barotrauma, c'est-à-dire l'apparition de pneumothorax, de pneumodiastine, d'emphysème sous-cutané. Il y a une composante qui a été appelée volotrauma, c'est-à-dire la toxicité d'un volume courant excessif. Vous voyez ici, c'est des poumons de rat qui ont été ventilés avec des volumes courants croissants. Petit volume courant, le poumon est bien joli. Le volume courant augmente. Regardez ce que devient le poumon. En fait, il est tout noir, plein d'hémorragie et très œdémacié. La troisième composante, c'est une composante d'atélectroma qui est liée à des phénomènes d'ouverture-fermeture répétée des alvéoles. Et ça a bien été montré en vidéomicroscopie sous-pleurale, vous le voyez ici, donc là c'est chez des lapins. Vous voyez ici une alvéole qui reste ouverte pendant tout le cycle respiratoire. Mais ici, cette alvéole, elle est fermée à l'expiration et elle va se réouvrir à chaque fois que le volume courant va être administré au malade. Et donc ça va probablement générer des lésions pulmonaires. Et la dernière composante, c'est une composante qu'on a appelée biotrauma. Biotrauma, pourquoi ? Eh bien parce que le stress lié à la ventilation mécanique, par des phénomènes complexes, va être traduit dans les cellules pulmonaires par l'activation de la transcription de nombreux gènes qui codent notamment pour l'inflammation, la coagulation, la mobilité cellulaire. Et la conséquence de ça, c'est que ce stress mécanique, il est impliqué dans la survenue du syndrome de déférence multiviscérale qui fait la mortalité du SDRA. On en reparlera tout à l'heure. On va maintenant aborder l'épidémiologie. Alors, l'incidence annuelle du SDRA a été estimée dans 4 grandes études multicentriques, en Finlande, aux USA, en Australie et en Scandinavie, et elle a été estimée entre 11 et 80 pour 100 000 habitants. Excusez-moi, là c'est pour l'acute lung injury. Pour ce qui est du SDRA, ça va de 50 à 60 000. Alors ces chiffres, ils parlent peu, mais si on extrapole à la France en janvier 2010, vous voyez que ça correspond à une incidence annuelle d'environ 7 000 à 50 000 acute lung injury et de 3 000 à 40 000 SDRA qui sont dans nos services de réanimation. Et en réanimation, la prévalence du SDRA est d'environ 5 à 10 %, c'est-à-dire 5 à 10 % des patients qui arrivent en réanimation ont un SDRA. Ça correspond à peu près à 20 % des patients sous ventilation mécanique. Les étiologies de ces pathologies sont extrêmement diverses. Donc pour ce qui est des atteintes pulmonaires directes, donc les pneumopathies sont les causes les plus fréquentes, mais aussi l'inhalation de liquide gastrique, la noyade, l'embolie graisseuse, la contusion pulmonaire, l'inhalation de fumée ou de toxiques, ou l'hémorragie alvéolaire. Pour ce qui est des atteintes indirectes, la première cause d'atteinte est le sepsis, suivi par les transfusions, le choc, la pancréatite, et puis d'autres causes plus rares comme la CEC, les brûlures ou le polytraumatisme. Alors, dans une grande étude multicentrique européenne, il a été objectivé que les atteintes directes étaient vraiment de loin les plus fréquentes. Vous voyez, 60% des acute lung injury sont liées à des causes directes, 20% à des causes indirectes et 20% à des causes plus complexes, mixtes, directes et indirectes. Et si on s'intéresse aux causes, vous voyez que la cause la plus fréquente d'acute lung injury et de SDRA, c'est la pneumopathie, qui correspond à peu près à 50% des causes de SDRA, suivie par l'inhalation, la contusion pulmonaire.
Et il y a quelque chose qui est fondamental, et ce que je voudrais que vous notiez, c'est que les causes infectieuses sont nettement les causes les plus fréquentes de SDRA, et ça correspond à peu près aux 2/3 des SDRA si on additionne les pneumopathies aux infections extrapulmonaires. Alors, quel est le pronostic de cette pathologie? La mortalité a été évaluée dans des grandes études multicentriques dont on a parlé tout à l'heure, et vous voyez que la mortalité de l'acute lung injury, elle allait de 30 à 50% en fonction des études. Ça, c'est des études qui ont été réalisées au cours de la décennie précédente. Pour ce qui est du SDRA, vous voyez, il n'y a pas énormément de différence de mortalité, avec une mortalité qui va de 30 à 60%. Quels sont les facteurs de mortalité de cette pathologie? Alors, il y a des facteurs qui sont liés au contexte. Plus on est âgé, plus on va mourir de SDRA. Plus on a un score de gravité élevé à l'entrée, plus on va mourir de SDRA. Si on est immunodéprimé ou si on a une durée de séjour hospitalier très longue avant qu'apparaisse l'acute lung injury, on a plus de chances de mourir. Donc ce n'est pas extrêmement étonnant. Il y a aussi quelques signes clinico-biologiques qui sont prédictifs de mortalité. Le défaillance hémodynamique à l'admission, donc le choc à l'admission, l'acidose avec un pH à moins de 7,30, et puis la survenue de pneumothorax. Et vous voyez que sur cette diapositive de facteurs de risque, il manque l'oxygénation, puisque l'oxygénation, enfin l'hypoxémie, n'est pas en soi un facteur de risque indépendant de mortalité. Alors, est-ce que la mortalité du SDRA diminue au cours du temps? Eh bien, en fait, la réponse à cette question, elle est contrastée, puisque 2 méta-analyses qui ont regroupé toutes les études qui ont été faites au cours des 20 dernières années ont abouti à des résultats qui étaient en apparence différents. Vous voyez que la première méta-analyse, qui est à gauche, qui a été faite par FUA, publiée cette année, montre qu'entre 80 et 95, vous voyez une diminution de la mortalité du SDRA, que ce soit dans les études observationnelles en bleu ou thérapeutiques, enfin des essais thérapeutiques en rouge. Mais vous voyez qu'en fait, entre 95 et 2004, on a l'impression qu'il n'y a plus de diminution de mortalité. Or, c'est justement en 2000 qu'a été publiée une étude majeure qui a prouvé que la diminution des volumes courants dans le SDRA permettait de diminuer la mortalité. Et si on s'intéresse aux résultats de l'autre méta-analyse, vous voyez qu'on a des résultats à peu près similaires, c'est-à-dire qu'entre 95 et le début de l'année 2000, il n'y a pas de franche baisse, mais vous voyez qu'apparaît à partir de 2004-2005 une nette baisse qui doit être confirmée dans des études ultérieures. Alors, on a parlé tout à l'heure d'acute lung injury modérée, c'est donc ces formes qui sont un peu moins hypoxémiques que le SDRA. Alors, quel est leur pronostic propre? Eh bien, en fait, la moitié, à peu près, des malades qui ont un acute lung injury modéré vont évoluer favorablement. Et en fait, ces patients, ils ont un pronostic favorable, ils ont une mortalité qui est plus faible, de l'ordre de 30%. Mais la moitié des patients qui ont un acute lung injury modéré vont évoluer vers le SDRA, et là, leur mortalité dans ce travail était beaucoup plus haute, de l'ordre de 60%. Donc il y a vraiment un continuum entre SDRA et acute lung injury modéré, en fait, c'est la même maladie. Alors de quoi meurent les patients de SDRA? Eh bien, vous voyez, ils ne meurent pas d'hypoxémie majoritairement, ils meurent de syndrome de défaillance multiviscérale, par quasiment 4 patients sur 10. Et on a vu que ce syndrome de défaillance multiviscérale, il pouvait être causé par la ventilation, donc il est probable qu'une partie des morts du SDRA sont liées à la ventilation. La deuxième cause de décès sont les causes neurologiques, c'est-à-dire coma prolongé, et les causes respiratoires, donc l'hypoxémie réfractaire, n'est impliquée dans les décès des patients avec SDRA que dans 14% des cas. Alors, il y a beaucoup de malades qui meurent, mais finalement, maintenant, il y a plus de malades qui survivent. Alors, comment sont les survivants? Alors, ça a commencé à être étudié de façon importante au cours de la dernière décennie. Il y a une grande étude qui a été réalisée qui s'est intéressée à la présence de signes généraux, de signes respiratoires, et puis à l'effet du SDRA sur les capacités à marcher après la sortie de l'hôpital. Alors, vous voyez, pour ce qui est des signes généraux, les patients qui sortent de réanimation après un SDRA ont une perte majeure de poids, de l'ordre de 20%, et vous voyez qu'il faut 1 an pour qu'ils retrouvent leur poids antérieur. Alors, est-ce que ces malades qui étaient très hypoxémiques, très graves sur le plan respiratoire, ils ont des séquelles respiratoires? Eh bien, bizarrement, la réponse est plutôt non, ou quasiment pas, puisqu'en fait, seulement 20% ont des anomalies radiologiques après 1 an, et c'est des anomalies radiologiques qui sont vraiment mineures. Dans cette série, il n'y avait aucun patient qui était sous oxygène, et pour ce qui est de l'épreuve fonctionnelle respiratoire, en fait, vous voyez que les valeurs à 1 an sont proches de 100% de la valeur théorique. Donc il n'y a pas de séquelles respiratoires. Mais malgré tout ça, vous voyez que ces patients, après 1 an, ils ont des capacités à marcher qui sont très altérées. Vous voyez que 3 mois après le SDRA, les patients sont capables de réaliser 50% de la valeur théorique d'un test de marche de 6 minutes.
et finalement ça augmente que peu à 1 an. Et à cause de tout ça, vous voyez qu'un an après le SDRA, eh bien, seulement un patient sur deux a pu retourner au travail et seulement 38% sont revenus à leur travail antérieur. Et les facteurs qui étaient associés à une bonne évolution plutôt fonctionnelle étaient un petit peu différents en fonction du temps. À 3 mois, le seul facteur qui est impliqué dans un test de marche de bon pronostic, c'est l'absence de corticothérapie systémique. À 6 mois, c'est l'amélioration rapide du patient en réanimation et l'absence de pathologie grave acquise en réanimation. Et à 1 an, c'est uniquement l'amélioration rapide du patient en réanimation. Donc plus le malade va s'améliorer rapidement en réanimation, plus ses capacités fonctionnelles, notamment en termes de marche, seront importantes. Et tous ces éléments, ça a une implication majeure sur la qualité de vie des patients après la réanimation. Ça a été étudié dans cette grande étude. Vous voyez qu'en bleu, vous avez des survivants du SDRA à 1 an, avec une échelle de qualité de vie. Ici, en jaune, vous avez des patients qui ont une mucoviscidose, donc vous voyez, c'est que des patients jeunes. Eh bien, la qualité de vie des patients avec SDRA est inférieure à celle des patients avec mucoviscidose. Elle est inférieure à celle de la population générale, qui est en violet, sans pathologie, mais elle est aussi inférieure à celle de la population générale, avec plus d'une pathologie chronique, qui est en vert. Donc, il y a une vraiment mauvaise qualité de vie. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une mauvaise qualité de vie? Eh bien, sur ce schéma, vous voyez en fait les causes de la diminution de ce score de qualité de vie. Donc la cause la plus importante, c'est la cause en bleu, c'est-à-dire les diminutions de la qualité de vie liées à l'importance des symptômes qui sont ressentis par le malade. Et quels sont ces symptômes, finalement, 1 an après ce SDRA? Eh bien, c'est principalement des séquelles musculo-squelettiques, un nombre très important de dépression et d'anxiété, quasiment chez un malade sur 2, ce qui est supérieur au taux de dépression dans la population générale. Et enfin, vous voyez, à peu près un tiers, 1 sur 5 de patients présentent des troubles cognitifs, donc des troubles de mémoire, des troubles d'attention, 1 an après leur SDRA. Donc si on veut conclure tout ce que je viens de dire, l'acute lung injury est une pathologie qui est relativement fréquente, puisqu'elle correspond à 5 à 10% des admissions en réanimation. Le SDRA, c'est une forme particulièrement hypoxémique d'acute lung injury. Ces pathologies sont liées à une agression pulmonaire directe, donc au niveau de l'alvéole, ou indirecte au niveau du vaisseau sanguin. Et la ventilation mécanique, elle peut être une agression supplémentaire qui est susceptible d'aggraver le pronostic. Les causes du SDRA sont très majoritairement infectieuses, donc pneumopathie ou sepsis extrapulmonaire, comme les bactériémies. La mortalité du SDRA et de l'acute lung injury est d'environ 40 à 50% chez l'adulte, et en fait, elle est surtout liée à la survenue d'un syndrome de défaillance multiviscérale. Et enfin, les séquelles à long terme du SDRA sont très fréquentes, et elles sont principalement neuromusculaires et cognitives, alors que les séquelles respiratoires sont le plus souvent minimes. Je vous remercie.